Vous faites quoi pour Noël ? Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui, pour ce dernier épisode de l'année, toute l'équipe d'Inner French est au complet. Je suis avec Anya et Ingrid. Salut. Salut. Alors Anya, toi tu es un petit peu malade en ce moment, donc on espère que tu vas réussir à tenir tout l'épisode. Oui, moi aussi. Désolée pour ma voix aujourd'hui. C'est vrai, j'ai un petit rhume, mais je tiens. Je pense que ça va aller jusqu'à la fin de l'épisode. Bon, bah merci. Et toi Ingrid, ça va ? Moi ça va, en forme. Ok. Pas de problème. Alors pour ce dernier épisode, comme vous l'avez entendu, on va parler de Noël. Bon, c'est le sujet classique en cette fin d'année, même si on est bien conscient que tous les auditeurs et toutes les auditrices ne fêtent pas nécessairement Noël. En général, la fin de l'année, c'est quand même une période dans laquelle il y a différentes célébrations. Et nous, on va vous parler de comment ça se passe chez nous, à la fois en France et puis aussi avec le point de vue d'Anya, on pourra comparer un petit peu avec la Pologne. Oui, la fin d'année, peu importe où on est dans le monde, il y a souvent des célébrations, des vacances. C'est aussi des moments où on fait un peu le point, où dans une partie du globe, c'est l'hiver, donc ça prête à se réunir en famille. De l'autre côté, ça peut être les vacances d'été qui commencent pour certains. Donc dans tous les cas, il y a beaucoup d'événements et c'est un moment assez festif. Et vous, en général, c'est une période que vous aimez bien, Noël, ou pas vraiment ? Oui, pour moi, oui. C'est une période que j'aime bien. C'est vrai que c'est une des fêtes les plus importantes en Pologne, mais je crois aussi que dans d'autres pays, une fête très familiale qu'on passe avec les personnes qu'on aime. Donc oui, c'est une période pour moi qui est très très sympa et très chaleureuse. Et toi, Ingrid, tu es très famille aussi, non ? Donc j'imagine que t'aimes bien Noël. Oui. Ouais, j'aime beaucoup Noël et puis je suis aussi assez, même si je voyage beaucoup, je suis assez casanière finalement. Casanière, c'est quand on aime bien rester à l'intérieur. Donc c'est vrai que l'hiver, Noël, puis en plus il y a mon anniversaire juste avant. Et c'est des périodes que j'aime bien parce qu'on peut se réunir, on a des excuses pour rester à la maison avec des bougies et du chocolat. Donc j'adore. L'anniversaire en décembre, c'est toujours... C'est à double tranchant, on va dire. C'est à double tranchant, ouais. Exactement. Est-ce que tu as 2 fois plus de cadeaux ou au contraire, tu as l'impression de te faire un peu arnaquer ? Non, pas du tout. Mon anniversaire, il est passé, là, c'était le 30 novembre. Ah mince. Donc c'est vraiment... bon anniversaire. Merci. C'est le tout dernier jour de novembre, donc moi c'est vrai que j'ai un peu ce calendrier en tête. Novembre, j'attends mon anniversaire et dès que c'est passé, c'est le début du calendrier de l'Avent, donc ce fameux calendrier où on compte les jours jusqu'à Noël. Puis après c'est le jour de l'an et donc c'est vraiment une période où tout s'enchaîne, donc j'aime bien. Et après, les cadeaux, en général, j'ai quelque chose de symbolique pour les deux et c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans ces fêtes. Donc, ça va, je ne me sens pas lésée. Ok, mais quand tu étais enfant ? Pareil. Arrête. Les cadeaux, ça t'intéresse pas. Peut-être c'est parce que j'ai toujours eu assez de cadeaux. On m'a jamais fait le coup de dire « Ah non, t'as déjà eu quelque chose pour ton anniversaire, donc t'auras rien pour Noël. » Ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai subi dans ma vie. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même quasiment un mois entre les deux, mais moi, je connais des gens qui ont eu leur bébé un 25 décembre. Bon, pour le moment, oui. C'est encore un bébé, donc il ne se rend pas compte. Mais peut-être que dans quelques années, il va se dire « Ah, c'est vraiment un mauvais timing. » Peut-être. On verra. Et donc, tu as mentionné le calendrier de l'Avent. C'est quelque chose qui existe dans plusieurs pays. Je pense dans tous les pays, à mon avis, où on célèbre Noël, je pense qu'il y a un calendrier de l'Avent. En Pologne aussi, non ? Anya, vous en avez ? Oui, bien sûr. Bien sûr, le plus souvent, c'est un joli calendrier avec des petits chocolats. Donc, je pense que pour les enfants, c'est ça la première association à l'Avent. Mais oui, bien sûr, ça existe aussi en Pologne. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est aussi un bon souvenir d'enfance, les calendriers de l'Avent. Maintenant, j'en achète plus, mais cette année, pour la première fois, j'en ai trouvé un pour mes chattes.
Donc on leur a acheté chacune un calendrier de l'Avent, parce que oui, maintenant ils en font aussi pour les animaux de compagnie, avec des petites friandises, des petits bonbons pour chats. Et j'étais surpris parce qu'elles ont très vite compris comment ça fonctionnait. Donc là maintenant, quasiment tous les matins, après avoir pris leur petit déjeuner, elles vont se mettre à côté du calendrier. Elles attendent de recevoir leurs friandises. Donc ça marche très très bien. Mais bon, je pense qu'elles vont pas comprendre après le 26 décembre. Elles vont pas comprendre pourquoi les friandises sont finies. Ouais, tu vas avoir des ennuis, c'est sûr, avec les chats après. Ouais. Va falloir continuer toute l'année. Ouais, j'appréhende un petit peu. Mais très très bonne technique marketing, parce que maintenant je vais être obligé d'acheter des friandises tout le temps. Donc ça marche bien. Tu t'es fait avoir. Ouais, et c'est vrai que exactement. Tu parles de marketing et effectivement, maintenant, on a beaucoup de calendriers de l'Avent avec plein de sortes de produits. Je sais que je vois des publicités pour tout en version calendrier de l'Avent. Donc, a priori, ça fonctionne bien. Ouais, c'est vrai. Ils ont trouvé le filon, comme on dit. Une expression, trouver le filon. Je crois que ça fait référence aux chercheurs d'or, non, il me semble, quand on trouve un... Je suis pas sûr, à vérifier. Mais je pense que les chercheurs d'or, quand ils commençaient à trouver un petit peu d'or, donc ce métal précieux, ils disaient que c'était un filon. Donc ensuite, ils avaient tendance à chercher plutôt dans cette zone en se disant qu'ils allaient pouvoir en trouver plus. Et en général, quand on dit trouver le filon, ça veut dire qu'on a trouvé une bonne... une bonne stratégie ou quelque chose qui fonctionne bien et qui va nous être profitable. Trouver le filon. Ok, donc filon, ça vient de fil. C'est quoi? C'est un petit fil? Un truc comme ça? Ouais, un petit fil. Je savais pas. Donc peut-être qu'un petit fil comme un petit fil d'or, je sais pas. Ouais, ça a du sens. Oui. Bon, à vérifier, demandez à ChatGPT. Vous cherchez sur Internet. Je sais pas si c'est la meilleure source. ou pas. Oui, mais quand même vérifiez vos sources après. Ouais. Sinon, oui, je voulais dire un petit mot rapidement sur ce sur quoi on travaille depuis quelques mois et ce qui nous occupe beaucoup en ce moment. Donc, on a commencé à travailler sur un nouveau cours qu'on va sortir en janvier, si tout se passe bien. C'est un cours qui va être un complément à notre cours intermédiaire, à Build a Strong Core, pour les gens qui ont besoin de plus de pratique. Et le sujet de ce cours, c'est les personnalités médiatiques françaises. Parce qu'on s'est rendu compte que souvent, on a des références, on fait référence à différentes personnalités dans les épisodes du podcast. Et nous, ça nous semble évident parce que c'est des gens qu'on voit tous les jours dans les médias. Mais en dehors de France, c'est des personnes qui ne sont pas toujours très connues, ou alors on ne sait pas pourquoi elles sont connues. Donc dans ce cours, en fait, ça va être 20 portraits de 20 personnalités médiatiques pour vous expliquer leur parcours, comment ces personnes sont perçues en France, etc., avec des exercices de compréhension pour travailler votre compréhension. Donc on a pas mal travaillé sur ça ces derniers temps, et on va essayer de le publier en janvier. Et puis, on a une autre actualité. Je ne sais pas si une de vous deux veut en parler. L'autre actualité, c'est qu'on va vous proposer des nouvelles leçons sur le cours Les Visages de Paris. Ça va être 5 nouvelles interviews. Avec Hugo, on est allé filmer ça là, il n'y a pas longtemps. Donc, en ce moment, on travaille tous les 3 à vous créer des quiz à partir de ces interviews. Et donc, elles seront intégrées au cours. Ceux qui ont déjà le cours, vous pourrez en profiter gratuitement. Et ceux qui n'ont pas encore été inscrits au cours, vous pourrez profiter de ces leçons en même temps que celles qui existent déjà. Ouais, on n'en dit pas plus, mais c'est des interviews vraiment, vraiment passionnantes. Ouais. Je pense qu'on a trouvé les bonnes personnes. C'est pas mal de boulot. On a bien travaillé ces dernières semaines et il nous reste encore un petit peu de travail, mais on va pas oublier de prendre du temps pour nous en cette fin d'année. Et justement, maintenant, on va vous parler de nos projets personnels. Alors, les filles, qu'est-ce que vous allez faire pour Noël ?
Alors, moi, cette année, je vais fêter Noël et les fêtes de fin d'année ici, à Cracovie, donc dans ma ville natale. Je dis cette année parce que l'année dernière, j'ai passé les fêtes à Lisbonne, au Portugal. J'étais pas seule là-bas, j'étais avec mon mari, évidemment, et mes amis. Mais cette année, je retrouve ma famille ici, donc je pense que ça va être des fêtes très traditionnelles. Mais je suis très contente. Et vous? Et c'était comment de fêter Noël à Lisbonne, d'être loin de ta famille? C'était vraiment cool. C'était vraiment une expérience très cool. Quelle partie? Bon, je suis contente que ma famille ne comprenne pas le français. Mais non, je dis que c'est cool parce qu'on n'était pas seuls, on était avec nos amis. On était 6. Donc, c'est pourquoi je dis que c'était cool parce qu'on se sentait pas seul. Je sais pas, peut-être que si on était vraiment seulement moi et mon mari, ça aurait été différent. Je suis même persuadée. Mais passer, par exemple, une année Noël ailleurs que dans notre ville natale, dans notre pays, c'est un changement qui est très rafraîchissant et que ça permet aussi de voir qu'est-ce qui nous manque exactement pendant Noël. Est-ce que cette fête est vraiment importante pour nous? Parce que ça a été aussi le cas pour nous. Toute cette expérience de vivre à l'étranger, de vivre, voilà, qu'est-ce qui nous manque en Pologne. Donc, oui, c'était bien, mais quand même, il y avait des traditions qui me manquaient parce qu'il y en a énormément en Pologne. Mais ça, on va en parler un peu plus tard, je pense. Et vous, Ingrid? Moi, cette année, je vais en Savoie. Donc, la Savoie, c'est un département dans les Alpes en France où j'ai toute ma famille élargie, donc mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes cousins et cousines, etc. Et donc, je vais là-bas pour Noël et le jour de l'an. Je vais y rester 2 semaines. Et toute ma famille se réunit là-bas. Donc, mes parents viennent de région parisienne, ma grande sœur vient de Lyon et ma petite sœur vient du Venezuela, où elle est en mission humanitaire. Donc, ça va être chouette. On va vraiment tous se retrouver et on va pouvoir voir toute la famille pendant toute cette période. Vous serez combien, à peu près? Ouh là, je sais pas. Pour le jour de Noël, on n'a pas encore trop calé ce qu'on allait faire. Donc, on sera peut-être, je sais pas, 8, 9. Mais en tout, on est peut-être une vingtaine. On va se réunir en petits groupes ou peut-être qu'on aura l'occasion de se voir à une vingtaine ou trentaine tous ensemble. Mais j'ai vraiment toute ma famille là-bas. Donc, voilà. C'est un grand Noël. Ouais. Et toi, Hugo ? Eh ben, moi, comme d'habitude, je vais rentrer aussi pour fêter Noël avec ma famille. Cette année, pour la première fois, Véronica sera avec moi, donc elle va découvrir les joies du Noël français. C'est vrai que moi, c'est un peu particulier, c'est le cas de beaucoup de Français, mais comme mes parents sont divorcés, on fait souvent 2 Noëls, un plutôt du côté de mon père avec ma famille paternelle, et l'autre du côté de ma mère avec ma famille maternelle. Donc à chaque fois, c'est un petit peu d'organisation, même s'ils vivent tous à peu près dans le même coin. Voilà, il faut s'organiser et puis on essaye d'alterner. Donc une année, on fête le 25 d'un côté et l'autre année, on le fête de l'autre. Donc voilà, parce que c'est vrai que il y a différentes dates pour Noël, ou en tout cas, les gens le fêtent plutôt un certain jour ou un autre. Donc en France, c'est soit le 24 pour le réveillon, soit plutôt le 25. Donc toi, Ingrid, vous le fêtez quel jour ? En général, on fait un dîner le 24. On ouvre les cadeaux à minuit. Et le 25, on fait encore un autre repas, peut-être un peu moins important, mais en général, de toute façon, il y a de quoi faire au moins 3 repas différents, donc ça dure assez longtemps. Par contre, le 26, non, en général, le 26, c'est voilà, les restes, on se repose, on a pris des vacances, mais ça fait pas partie des jours comptés comme Noël. Toi, Anya, il me semble que tu as un jour férié, non, le 26 ? Oui, justement. En Pologne, le 26, c'est un peu comme toi, Ingrid, tu as dit, c'est un jour plutôt normal, mais c'est en même temps un jour qui est férié.
Donc c'est vrai que c'est le jour où on se remet à bouger un peu et à digérer tout ce qu'on avait mangé pendant Noël. Oui, on retrouve toujours notre famille, nos amis. On se fait des rendez-vous. Mais sinon, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de repas. Voilà, qu'on mange ensemble. Et donc, pour le réveillon, en Pologne, c'est toujours le 24. Et c'est ça, en fait, le jour le plus important, le plus solennel, on va dire. Et en même temps, le repas le plus copieux. Et donc, chez nous, c'est c'est un peu bizarre parce que c'est un repas entre un déjeuner et un dîner. Ça dépend vraiment de la maison parce que la tradition veut que on se met à table quand la première étoile apparaît dans le ciel. C'est ça la tradition. Mais comme si c'est un jour où il y a pas mal de personnes qui travaillent encore, ils préfèrent commencer un peu plus tôt pour avoir le temps de préparer le repas. Donc c'est soit un déjeuner tardif, soit un dîner qu'on commence, je sais pas, vers 6 heures par exemple. Et après le 25, donc le premier jour de Noël, on déjeune ensemble aussi avec la famille, mais oui, c'est un repas un peu moins solennel, on va dire. D'accord. Et les cadeaux, vous les offrez aussi le 24 au soir? Oui, toujours le 24. Normalement après donc le déjeuner / le dîner, après le réveillon. Dans ma famille, c'était toujours après le réveillon ou après avoir chanté toutes les cantiques possibles parce que chez nous c'était une tradition absolument obligatoire et je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, avec mes cousins et cousines, on chantait le plus vite possible et pas du tout au rythme qu'il fallait parce qu'on voulait tellement finir très vite pour pouvoir ouvrir nos cadeaux. Que ça se passait comme ça. Donc oui, c'est le 24 pour les cadeaux. D'accord. Moi, dans ma famille, c'est plutôt le 25. Donc les cadeaux, on les ouvre le matin en se réveillant. Du coup, c'est vrai que c'est assez difficile de s'endormir le 24 parce qu'on est très impatient d'être le matin, de pouvoir ouvrir tout ça. Et après, on fait un gros déjeuner le 25. Alors qu'en général, c'est vrai que le dîner du 24 chez nous, c'est plutôt... Bon, on fait un petit truc un peu spécial, mais... l'événement principal chez nous, c'est plutôt le 25. Et ça, j'ai l'impression que ça dépend vraiment des familles. Je ne sais pas si c'est en fonction des traditions familiales ou alors simplement des rythmes des uns et des autres, si on préfère beaucoup manger le soir ou alors beaucoup manger pour le déjeuner. Je ne sais pas. Mais ouais, chez nous, c'est plutôt comme ça. Et chez nous, on a seulement le 25 qui est férié. Le 24, c'est comme en Pologne, les gens travaillent. Et le 25 est férié et le 26, on travaille à partir de l'année prochaine, ça sera aussi le 24 qui sera férié. Wow. Oh, wow. Oui, ils ont voté ça au gouvernement cette année. Donc oui, je vais vous dire au revoir le 23 déjà, la semaine prochaine, wow. l'année prochaine. 3 jours fériés. Ouais. Ok, c'est cool. Donc oui, pour vous, c'est vraiment une fête importante. Oui. C'est vrai que nous, on a seulement le 25, mais on a quand même beaucoup de vacances à prendre. Donc, en général, on s'arrange quand même pour avoir une semaine libre. Voilà, moi, par exemple, j'ai posé des jours là pour avoir toute la semaine tranquille avec ma famille. Oui, c'est vrai qu'entre le 24 décembre et le 2 janvier, les gens sont souvent en vacances. Donc, en France, le pays tourne un peu au ralenti. Voilà, il se passe pas grand-chose. Et c'est sûr qu'il faut quand même quelques jours libres pour pouvoir se remettre de toute la nourriture qu'on dévore pendant les fêtes. Ça, c'est quelque chose qui est assez important, je pense, dans beaucoup de pays. Mais en France, moi, j'ai déjà fêté Noël au Pérou aussi. À chaque fois, ce qui est central, c'est le repas traditionnel. Donc voilà, je me demandais, toi, Ania, qu'est-ce que vous mangez en Pologne pour Noël ? Alors, je vais commencer peut-être par le 25, parce que pour le 25, il n'y a pas vraiment de repas, de plats spéciaux. Il n'y a pas de tradition, beaucoup de traditions autour. Par contre, pour le 24, il y en a beaucoup. Je veux dire des plats traditionnels et des plats classiques. Après, ça va dépendre aussi beaucoup de la région. Mais il y a quelques plats
que, disons, se répète un peu dans toutes les régions, qu'on pourrait trouver un peu sur toutes les tables. Donc, c'est par exemple la soupe aux betteraves, aux raviolis fourrés aux champignons. Et je demande pardon à toutes les Italiennes et Italiens d'avoir utilisé le mot ravioli, mais c'est juste pour vous dessiner un peu une image à quoi ça ressemble. En fait, c'est des pierogi. C'est des petits pierogi, donc ça s'appelle uszka. Et uszka, on peut traduire ça comme petites oreilles. Donc, mais ça ressemble pas du tout à ça. Après, on mange aussi la choucroute aux pois et aux champignons. Donc, en gros, on mange beaucoup de champignons. Pierogi aussi, oui. Après, comme poisson, par exemple, parce que pendant le réveillon, on mange pas de viande, mais on mange du poisson. Et comme poisson, c'est la carpe. C'est le poisson le plus traditionnel. Après, par exemple, comme boisson, on boit ça s'appelle compote en polonais, mais ça ressemble pas du tout au compote français. C'est plutôt un jus. Simplement, c'est un jus de fruits secs, très souvent avec des prunes fumées, donc ça donne ce goût très fumé que il y a des gens qui adorent ça absolument et puis il y a des gens qui détestent, donc ça dépend. Moi, j'ai changé de camp. C'est vrai que quand j'étais jeune. C'est assez particulier. C'est très particulier. Tu en as déjà goûté, Hugo? Ouais. Oui, bien sûr. Oui, moi j'aime bien. C'est vrai que voilà, pour les occasions un peu comme ça, à Noël, j'ai testé. De temps en temps aussi, parce qu'en Pologne, il y a ces restaurants, ces anciens restaurants communistes, les bars à lait. Dedans, c'est vrai qu'ils ont souvent de la compote. Et ouais, de temps en temps, j'aime bien. J'en boirai pas tous les jours, mais de temps en temps, c'est bon. C'est un peu entre le jus de fruits et le vin chaud. Mais bon, il n'y a pas d'alcool dedans. T'as raison. Oui. Et comme dessert, le plus souvent, c'est le gâteau roulé au pavot. Donc, pour nous, le pavot, c'est aussi ce goût très caractéristique pour Noël. Et il y a encore un truc à propos des plats que je vous pas dit, c'est que selon la tradition, normalement, pendant le réveillon, il devrait y avoir 12 plats. Mais ça, c'est en théorie. Normalement, il y en a, je dirais, 6 ou 7, parce que sinon, ça serait vraiment impossible de tout manger. Mais c'est vrai que même si t'es pas capable de tout manger, il faut au moins goûter un peu chaque plat. Et ça, c'est obligatoire. C'est vraiment très, très mal vu. Et ça peut créer toute une discussion autour, de « Ah, pourquoi t'as pas encore goûté les pierogi ?» Donc, ça passe pas. Et si on goûte pas toutes les plats, ça passe pas. Et il faut que tous les plats soient sur la table en même temps? Non. Dans ma maison, non. Chez moi, par exemple, non. Mais c'est vrai que la plupart des plats, oui. Ils sont sur la table depuis le début. Oui. Après, il y a encore une tradition que moi j'aime bien, et c'est aussi autour du réveillon, c'est le fait que on laisse toujours un couvert libre à table pour quelqu'un. On dit que c'est pour un hôte inattendu. Alors, il y a aussi des personnes qui disent que c'est pour quelqu'un qui cherche un abri et qui frappe à notre porte, ou pour quelqu'un qui a faim. Et je vous en parle parce que c'est une de mes traditions préférées, et c'est très, très émouvant de faire ça. Je pense de rester comme ça avec des cœurs ouverts. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a frappé chez vous pour... être là? Une fois, et c'était le voisin, mais c'était juste pour... je pense je sais pas, je me souviens plus, mais non, c'était juste pour un petit truc. Il avait besoin de quelque chose. Ouais, juste avant son réveillon. Et comment ça se passe donc en France, les repas? Ingrid, vous mangez quoi? Alors, ça va pas être très vegan, parce que c'est vrai qu'en France, c'est peut-être même mieux que ce soit moi qui raconte. je te laisse raconter. Pauvre Hugo. Parce que déjà, en entrée, on a beaucoup des toasts, des toasts avec du foie gras. Donc, je pense que tout le monde sait ce qu'est le foie gras, et c'est à base d'oie. Même si, je me permets une petite remarque sur le foie gras, parce que j'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps, mais il y a de plus en plus de mairies en France, dans des grandes villes, dans lesquelles le foie gras est interdit maintenant aux réceptions officielles. Donc c'est en train de changer, les consciences sont en train de changer par rapport à ça, parce que c'est vrai que les méthodes de production, c'est particulièrement cruel. Et il y a plusieurs pays aussi, je sais, notamment en Europe, où le foie gras est interdit.
Donc voilà, l'heure du foie gras a peut-être sonné. Je ne sais pas si ça va rester un plat traditionnel pour encore longtemps, mais c'est vrai que les Français sont quand même très attachés à leur foie gras. Ouais, en tout cas, à Toulouse, je peux vous dire que c'est pas du tout en train de changer, puisque c'est la région, le sud-ouest du foie gras et du canard. Donc on en a beaucoup et parmi les meilleurs. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de recettes de ce qu'on appelle le faux gras. Donc c'est en fait une tartinade, mais qui a une texture et un goût assez similaire au foie gras. Donc faux, F-A-U-X. Tout comme on a des faux fromages, c'est-à-dire du fromage à base de lait végétal, et maintenant on essaye de reproduire avec des aliments végétaux des textures et des saveurs qui ressemblent à ce qu'on peut manger animal d'une manière de production un peu cruelle pour garder la tradition. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est assez sympa, puisque voilà, les toasts au foie gras, les toasts aussi au saumon fumé, ça fait partie des traditions de Noël. Et quand on mange pas ces choses-là, c'est vrai qu'on peut un peu moins partager. Moi, j'en ai fait l'expérience, puisque pendant un court moment de ma vie, je n'ai pas mangé de viande à Noël, donc du tout. On se sent un peu exclu. Ouais, c'est un peu compliqué. Après, à quoi je pense, on mange aussi souvent du chapon. Donc du chapon, c'est, je sais pas exactement, je pense que c'est un jeune coq, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est de la volaille. Donc farci avec à l'intérieur un mélange souvent à base de marron, de châtaigne. Donc voilà, une farce avec de la viande et de la châtaigne qu'on met à l'intérieur de la volaille qui s'appelle le chapon. Et c'est souvent accompagné de divers légumes. Et ça, je ne sais pas si c'est dans toutes les familles, mais souvent, moi, dans ma famille, ma grand-mère, ma tante, ma mère, à Noël, elles nous ressortent des légumes de l'époque de la guerre. Donc, c'est-à-dire des légumes qu'on voit absolument jamais en dehors de cette période de l'année. Des topinambours. Voilà, des topinambours, là, j'aurais dû faire mes recherches avant, mais de toute façon, ça va pas vous parler. Mais c'est ce qu'on appelle les légumes anciens, je crois, c'est non ? ça, c'est les légumes c'est beaucoup anciens. Des racines, des choses comme ça. Donc, qui, pendant la guerre, étaient en abondance, alors qu'ils n'avaient plus, justement, de viande, de produits laitiers, de légumes frais. Mais tout ce qui est légumes à base de racines, ça, il y en avait. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu mon grand-père dire « Oh là là, mais ça, c'est ce qu'on avait pendant la guerre !» Mais ça n'empêche que c'est vachement bon, je trouve. Ça a un goût un peu de châtaigne, voilà. Et c'est puis, vrai. Peut-être que tu peux nous parler du dessert, Hugo. C'est moins risqué. Qu'est-ce qu'on mange en France à Noël ? Oui, en général, on mange ce qu'on appelle une bûche glacée. Donc, un peu comme vous en Pologne avec le gâteau roulé, sauf que nous, c'est entouré de glace. En fait, c'est une glace. Donc voilà, on coupe ça en tranches et on mange une tranche de bûche glacée. Il y a aussi certains fruits qu'on aime bien manger à Noël, des litchis par exemple. Je ne sais pas si vous aussi, Ingrid, non, dans votre famille, non. Non, ça me rappelle pas Noël en particulier. Okay. Des légumes anciens et des fruits exotiques. J'aime bien. Ouais, exactement. Des choses qu'on mange pas forcément le reste de l'année, mais nous, c'est vrai qu'on a de temps en temps aussi des litchis en dessert. Mais comme tu l'as dit, Ingrid, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus d'alternatives végétales à ces plats-là, donc ça devient un peu plus facile et on se sent moins exclu au repas de Noël. Et notamment, j'ai testé plusieurs faux gras qui étaient assez convaincants. Après, ça fait plusieurs années que j'ai pas mangé de vrai foie gras, donc peut-être que voilà, je me souviens pas exactement le goût que ça avait, mais ça devient un peu plus facile maintenant. On va parler des cadeaux peut-être pour terminer. La partie la plus importante, allez. Exactement.
Alors, c'est quoi vos traditions déjà par rapport aux cadeaux? Est-ce que vous en faites à tout le monde? Est-ce que c'est une seule personne qui offre à une seule personne? Alors moi, dans ma famille, on se fait des cadeaux. Enfin, chacun achète un petit cadeau pour chacun. Mais dans ma belle famille, par contre, parce qu'on est très nombreux, on fait un tirage au sort. Donc, on achète seulement un cadeau pour une personne. Et après le réveillon, on distribue les cadeaux. Normalement, dans ma famille, c'était toujours la personne la plus jeune. Mais je sais pas, cette tradition s'est perdue un peu. Et là, je pense que c'est un peu plus random. Et chez vous? Vous faites une sorte de Secret Santa. Oui, c'est ça. Yes. Ah non, parce que vous savez qui offre un cadeau à qui ou pas? Attends, Secret Santa, c'est quand... Enfin, vous savez de qui vous allez... Quand vous recevez un cadeau, vous savez qui l'a acheté Non. ou pas? D'accord, oui, donc c'est ça, c'est un Secret Santa. Ok. Moi, j'ai fait un Secret Santa une seule fois avec ma famille, juste les adultes. Les enfants n'étaient pas concernés, bien sûr, ils recevaient leurs cadeaux normalement. Mais les enfants recevaient des cadeaux illimités de la part de tout le monde et ils n'avaient pas besoin d'en offrir aux autres. Mais par contre, il y a une année où on s'est organisé pour faire Noël avec plusieurs... Vraiment, on était assez nombreux avec mes sœurs, mes cousines, ma tante. Enfin bon, on trouvait que c'était un peu trop lourd de réussir à trouver un cadeau pour chaque personne. Donc, on s'est dit un cadeau chacun avec tirage au sort et ça avait plutôt bien fonctionné. Donc, à recommencer peut-être. Oui, et puis c'est vrai que ça permet de limiter aussi le nombre de cadeaux parce que bon, on sait bien qu'après Noël, il y a beaucoup de cadeaux qui se retrouvent sur les sites de petites annonces parce que souvent... Quand c'est des personnes qu'on voit pas régulièrement, on sait pas forcément ce qui leur fera plaisir. Donc voilà, on leur achète encore une ceinture ou une écharpe et c'est pas quelque chose qui va plaire forcément à la personne. Alors que bon, avec le Secret Santa, on peut passer plus de temps, peut-être se renseigner, poser des questions aux proches, à droite, à gauche, pour vraiment trouver un cadeau qui va plaire. Alors que bon, quand on a 20 cadeaux à acheter, c'est vrai que c'est difficile de vraiment trouver le temps et de bien faire les recherches pour chacun. Toi, cette année, tu vas faire des cadeaux à tous ceux avec qui tu vas être? Ouais, nous, on n'a jamais fait le Secret Santa, mais peut-être justement que je devrais en parler dans ma famille, ça pourrait être une idée. Mais non, nous, on fait des cadeaux à tout le monde. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu la question, comme la famille s'agrandit avec les conjointes, les compagnes. Maintenant, on se demande, est-ce qu'on fait un cadeau pour le couple ou est-ce qu'on fait un cadeau pour le cousin et sa copine? Donc voilà, la liste de cadeaux s'allonge et on va peut-être devoir trouver une façon de mieux gérer tout ça. Et puis après, il y a les enfants qui arrivent, donc on les privilégie. Ouais, exactement. Et plus de cadeaux pour les parents. Voilà. Et peut-être, pour terminer l'épisode, on pourrait conseiller quelques cadeaux à vous qui apprenez le français ou si vous avez des amis qui apprennent le français. Est-ce que vous avez quelques recommandations? Alors oui, moi j'aurais une recommandation d'un cadeau qui est un livre que moi-même j'ai reçu comme cadeau de la part de ma belle-mère. C'est le livre intitulé « Changer de point méthode ». Pour moi, c'est un livre qui est vraiment très fort, très intime aussi. C'est l'histoire d'un enfant qui veut prendre une vengeance sur son enfance humiliée, cassée et qui devient justement un transfuge de classe. Et donc, pour devenir ce transfuge de classe, il fait un changement total, c'est-à-dire il change de nom, de voix, il change sa manière de parler, il change aussi son visage, son style vestimentaire, habitude, vraiment tout, pour devenir un peu, au final, quelqu'un d'autre. Et donc, ce livre raconte ça, en gros. Si cette histoire vous ne parle pas trop, je vous recommande en général cet auteur, donc tout le reste de ses livres. Mais c'est vrai que c'est un peu son sujet de prédilection, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup de son milieu, de son histoire, de son enfance, aussi de ses parents. Il me semble qu'il vient de sortir un nouveau livre. C'est un livre sur sa mère, Monique Sévade. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça peut être aussi très, très intéressant.
Donc voilà, ça serait ma recommandation. Super. Ok, super. Moi, j'ai lu son premier roman, c'était En finir avec Eddie Bellegueule, qui était son vrai nom, Eddie Bellegueule, avant qu'il ne devienne Édouard Louis. Et j'avais beaucoup aimé aussi. C'est vrai que c'est un très bon auteur. Il écrit à la première personne aussi, donc parfois c'est plus facile à comprendre, je trouve, les romans à la première personne. Surtout les romans un peu les autobiographies comme ça, c'est vrai que c'est plus facile à suivre. Toi, Ingrid, qu'est-ce que tu recommandes ? Alors moi, j'avais pensé à 2 choses. Donc la première, c'est le cadeau que je voulais faire à mon père, mais apparemment ma sœur lui a déjà fait. Donc c'est une BD. C'est une BD qui s'appelle Madeleine résistante et c'est la biographie de Madeleine Riffaut, qui était donc, comme le nom l'indique, une résistante française. Et en fait, c'est une dame qui a raconté toute son histoire et il y a un auteur qui l'a mis en BD. Et c'est très bien fait, les images sont très jolies, l'histoire est poignante. Et voilà, il y a 4 tomes. Le 4e va sortir bientôt. Et j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps parce qu'en novembre, cette femme est décédée à l'âge de 100 ans. Et voilà, c'est assez marquant qu'elle ait pu raconter son histoire, que celle-ci ait pu être mise en BD, qui est un format assez facile. Donc je le recommande pour toutes les personnes qui apprennent le français, parce que c'est vrai que la BD, c'est un bon moyen d'entrer dans la langue sans trop se fatiguer. Exactement, je suis bien d'accord parce que moi aussi je vais recommander une BD. C'est vrai que dans l'épisode de l'année dernière, on avait plutôt recommandé des romans, donc là ça change un petit peu. J'en ai déjà parlé dans l'épisode qu'on avait fait avec Hélène de Easy French, mais c'est un auteur que j'ai découvert l'année dernière et cette année j'ai vraiment lu quasiment toutes ses BD. Il s'appelle Riyad Sattouf. Et donc, la BD que je recommande, c'est celle qui s'appelle L'Arabe du futur. Là aussi, c'est c'est totalement même autobiographique. En fait, il raconte son enfance entre la France, parce que sa mère est française, et la Syrie, parce que son père est syrien. Et voilà, on a un peu ce double regard avec ces 2 mondes qui sont totalement différents. Et lui, sa vision d'enfant qui va grandir dans ce contexte très particulier. C'est une BD qui est très touchante, très drôle. Il a vraiment beaucoup d'humour. Et il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Donc maintenant, il a fini cette série. Donc je crois qu'on peut acheter le coffret avec tous les tomes. Mais si vous voulez juste tester, vous pouvez acheter le tome 1. Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Malheureusement, en France... presque tout le monde a déjà lu L'Arabe du futur, donc c'est pas forcément une bonne idée de cadeau. Mais pour vous qui apprenez le français, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour sur cet épisode. Ouais, on peut s'arrêter là, je pense. Très bien. Eh bien, on vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien, passez du temps avec vos proches ou pas. Si vous n'avez pas envie de voir votre famille, il n'y a pas de problème. En tout cas, prenez du temps pour vous reposer et pour reprendre le français l'année prochaine en notre compagnie. On aura un épisode qui arrivera dès le début d'année. Donc voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à tous et bonne fin d'année. Merci, bonne fête.